Donc, Paul Sabatier. Donc, un monotourisme pour les nouvelles générations, la réalité virtuelle comme facteur de développement stratégique. Voilà. Nathalie, donc vous avez 20 minutes. Très bien, je vous Tout remercie. compris. Alors, je vais essayer de tenir le temps imparti. Malheureusement, c'est une spécificité des enseignants-chercheurs de ne pas déborder sur le temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, Didier et moi-même, nous vous présentons en fait plusieurs recherches que nous menons actuellement et qui se concentrent sur la réalité virtuelle dans le domaine touristique, avec une spécificité de se focaliser auprès d'une génération particulière, la génération Z. Donc, avant de commencer la présentation, donc, juste pour vous présenter notre laboratoire, donc nous sommes tous les deux affiliés au laboratoire LGCO, donc qui est le laboratoire de gestion et de management au sein de l'université Paul Sabatier. À l'heure actuelle, notre laboratoire s'organise autour de trois nouveaux axes: l'anthropocène, l'information et l'axe santé. Notre objectif étant d'élaborer des solutions pour les organisations, des solutions liées aux enjeux environnementaux et sociétaux et également aussi aux enjeux économiques. Donc, au sein de ce laboratoire, donc, Didier et moi-même, nous travaillons sur un terrain de recherche, donc le no-tourisme. Et donc, ici, nous avons mis nos compétences en commun. Donc, Didier pour tout ce qui est approche stratégie et logistique, et moi-même pour ce qui est approche stratégie et marketing. Donc, nous avons monté notre projet de recherche centré sur la réalité virtuelle, mais également nous collaborons avec d'autres enseignants-chercheurs, notamment à l'EM Strasbourg, et nous sommes affiliés à la chaire 20 tourisme, et également au niveau international. Donc, en 2019, nous avons eu un contrat de recherche Campus France avec la Chine, et également, actuellement, nous collaborons avec le docteur Franck Daubé à l'université Félix Boigny en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, nos thématiques de recherche concernant ce projet est assez multiple. Donc, nous avons pris le choix de nous focaliser sur le no-tourisme en tant que tel et pas forcément que sur l'aspect produit, le vin. Donc, ici, c'est lié aussi également à notre proximité de terrain au niveau de la région Occitane et également les régions toulousaines au niveau vitivinicole. Également, donc ça c'est plutôt le domaine de Didier, donc l'intérêt sur la modélisation de la chaîne logistique, notamment au niveau international. Nous également, nous nous intéressons sur la perception de la santé chez les consommateurs du vin, en fait, ce qui est très spécifique aux consommateurs, notamment français, qu'on nomme le French Paradox. Et également aussi, ce qui nous a intéressé, c'est cette transmission intergénérationnelle, notamment auprès de la génération Z, parce que nous sommes partis d'un constat que de plus en plus, en fait, les jeunes ne boivent de moins en moins de vin, au-delà des politiques sanitaires également, mais plutôt prennent le choix finalement d'aller sur des consommations de type bière. Donc on s'est intéressé justement à savoir pourquoi ce phénomène-là. Donc, ce centrage au niveau de la génération Z et également ce centrage au niveau des outils de la technologie. Donc, là également, c'est lié par rapport à ma thèse où je m'étais intéressée justement sur les interactions sociales au niveau des mondes virtuels. Donc, pour nous centrer sur les résultats de nos recherches, donc voici le contexte. Avant, on avait une enseigne physique. Donc, traditionnellement, vous aviez la boutique, le domaine vitivinicole qui se centrait justement sur sa production, sur le vin, et donc produisait son produit et éventuellement après effectuer des démarches pour pouvoir le intervient justement après l'apparition finalement d'Internet et des possibilités que cela a pu offrir. Et donc, du coup, cette ouverture vis-à-vis vers le monde. Donc, au niveau des enseignes, de manière généraliste, donc on a de plus en plus des enseignes qui se sont adonnées
à la vente par Internet, et ça a été le cas des domaines vitivinicoles, puisque du coup, l'accès à Internet a pu augmenter leur zone de chalandise, allant bien au-delà de territoire et pouvoir vendre de manière à l'international. Et au-delà de cette simple technologie maintenant qui pour nous est considérée comme acquise, puisque considérée qu'elle est démocratisée, s'ajoute également l'essor technologique, donc de la conception de nouveaux outils de manière toujours de plus en plus intense. Donc, comme on l'a dit précédemment, effectivement, on a toujours des mots-clés qui apparaissent. Alors, un fut un temps, c'était big data, maintenant c'est intelligence artificielle. Donc, tous ces concepts ne sont pas forcément encore maîtrisés, etc., engendrent pas mal de peur, mais du coup, au-delà de ces outils, il y a quand même certains éléments qui peuvent être adaptés, en tout cas appliqués au niveau de l'enseigne physique. Et donc, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire que nous sommes face à une enseigne physique, mais plutôt une enseigne dite digitale. Et donc, du coup, maintenant, si on reprend sur les magasins que vous allez en tant que consommateur, consommatrice, on peut voir apparaître de plus en plus d'outils technologiques qui sont mis en avant dans votre parcours d'expérience client. Donc, pour rester dans le domaine de l'alimentaire, vous voyez bien que quand vous allez en hypermarché, maintenant, vous avez finalement des scanettes, les caisses en ligne, etc. Donc, tout ça, ce sont des outils technologiques qui ont été implémentés pour justement agrémenter toujours l'expérience client. Donc, nous, finalement, on s'est posé cette question-là au travers de l'œnotourisme, qui en soi est un parcours d'expérience client. Finalement, comment les domaines vitivinicoles pouvaient justement implémenter des outils technologiques pour justement rendre toujours leur parcours touristique toujours le plus extraordinaire et donc du coup appliquer ce que on nomme le marketing expérientiel. Donc ici, nos objectifs de recherche vont être de deux types pour cette présentation. Donc nous, on s'est focalisé sur la compréhension du vécu expérientiel auprès de la génération Z, dont je reviendrai un peu plus tard. Alors ce choix n'est pas anodin parce que c'est la génération qui n'a connu que Internet. Concrètement, c'est la première génération qui a toujours vécu avec Internet et donc du coup, on peut partir du postulat que par cette connaissance des technologies, etc., sont peut-être les moins impétentes justement dans ces outils technologiques. Et donc, du coup, on s'est focalisé sur un outil en particulier, c'est sur l'emploi des casques de réalité virtuelle. Également, ça, c'est vraiment notre approche très centrée consommateur. Il y a également une approche auprès des producteurs, auprès du domaine vitivinicole, c'est de comprendre comment s'effectue l'implémentation de cet outil technologique au sein d'un domaine vitivinicole. Et donc, d'un point de vue managérial, notre objectif professionnel, donc l'objectif professionnel à destination des domaines vitivinicoles, c'est de proposer justement de nouveaux services qui permettent d'agrémenter le parcours du consommateur au travers la mise en avant de la traçabilité du produit, de la dégustation, mais également tout ça dans une finalité d'améliorer l'intention d'achat, voire la fidélisation du consommateur. Donc, au niveau de la revue de la littérature, donc d'un point de vue de l'innovation, pour simplifier, on peut considérer que quand vous mettez en place en fait un nouvel outil qui peut être perçu comme une innovation, c'est pour être perçu comme une source d'avantage concurrentiel, un moyen, en d'autres termes, de pouvoir se différencier par rapport aux autres concurrents et donc, in fine, de devenir un vecteur, une source de compétitivité. Donc également aussi, ça permet d'être en adéquation avec les nouvelles attentes du consommateur. Il ne faut pas se leurrer. Ces nouvelles attentes de consommateur, le consommateur a évolué. Le consommateur souhaite vivre des expériences hédoniques, des expériences, souhaite également obtenir du plaisir lors de son parcours d'achat. Et donc, c'est là, en fait, que rentre en jeu la focale au niveau touristique. Donc là, on se focalise sur le produit, mais également sur l'environnement qui est autour. Et donc, finalement, on se focalise sur cette histoire au niveau du parcours également du domaine vitivinicole. Donc là, ce que vous pouvez visualiser au niveau de ce tableau, c'est en fait, au niveau du marketing expérientiel, ce sont les différentes expériences qui existent, qui ont été adaptées au secteur vitivinicole. Donc, on voit bien que selon la participation finalement du consommateur qui peut être passive, donc qui simplement il réceptionne ou soit on le fait participer
à l'expérience et également ce niveau d'immersion et d'absorption. Alors d'absorption, c'est-à-dire le fait qu'il soit ce qu'on appelle chez nous en fait un état de flow, qu'il soit complètement immergé dans votre expérience, qu'il soit complètement déconnecté de sa réalité. On a 4 types d'expériences qui peuvent être proposées et qui peuvent être complémentaires, et c'est ça qui est intéressant. Donc, soit des expériences de divertissement, à but éducatif, esthétique ou d'échappatoire. Et donc, là aussi, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est également notre importance, nous, en sciences humaines et sociales, notamment en sciences de gestion et du management, sur l'importance de nos recherches pour pouvoir justement apporter des éléments d'éclaircissement et surtout des outils très pratico-pratiques pour les domaines vitivinicoles. Donc, c'est là où ça m'amène à vous parler finalement de cet outil technologique, les casques de réalité virtuelle. Donc, on est parti du postulat que les casques de réalité virtuelle pouvaient être considérés comme un outil expérientiel et justement pouvaient avoir différents apports au niveau non touristique. Donc, différentes recherches ont été menées à ce niveau-là. Donc, là, au niveau des casques de réalité virtuelle, donc vous les mettez et vous êtes transposé en fait ailleurs. Donc c'est ça le phénomène de téléprésence. C'est comme si là à l'instant T, je mettais un casque et je me retrouvais justement dans une cave, on va dire notre cave avec qui nous avons une partenariat, la cave de la Bastille qui est basée à Gaillac. Et donc vous pouvez effectuer votre parcours touristique. Donc, vous êtes ce sentiment d'être totalement transposé ailleurs et le fait, l'aspect technologique vous permet en fait de véritablement croire que vous êtes à cet endroit-là, sans aucune ambiguïté. Donc, il y a différents types, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a différents types d'expériences virtuelles qui sont possibles. Donc, nous, on s'est focalisé sur la création de vidéos 360, notamment reproduisant un parcours touristique ou également, pour répondre à une commande, reproduisant en fait un élément clé du parcours touristique. Donc aussi, il y a différents types de casques. Donc là, ce que vous pouvez visualiser, c'est les casques Samsung Gear à votre ici à gauche, et l'autre, c'est le casque HTC sur lequel nous travaillons actuellement. Donc là, ce que vous pouvez visualiser, c'est que effectivement, la recherche a permis de démontrer que cela permettait une augmentation de la sensation de divertissement, ça a renforcé l'attitude positive face au produit, et donc du coup, ça a amélioré l'intention d'achat suite au vécu de ce type d'expérience. Un autre élément qui est essentiel et auquel il ne faut pas se leurrer, c'est de considérer en fait l'outil en tant que tel. Et c'est là aussi que c'est très important. En fait, un autre terme pour être peut-être un petit peu très pragmatique, il ne faut pas considérer ça comme un outil gadget. C'est l'importance de réfléchir à son intégration au sein de la stratégie de l'entreprise. Et donc, du coup, nous sommes partis du principe qu'il fallait penser en Digital Customer Experience. Et c'est que Digital Customer Experience, donc l'expérience consommateur digitale, là ici qui a été justement traitée par une ancienne chercheuse Bata, met en avant 3 éléments essentiels qu'il faut impérativement prendre en considération. Le premier, c'est véritablement, et ça fait écho aux présentations de ce matin, justement sur la stratégie de marque souhaitée, la mise en avant des traits saillants souhaités par, là pour faire le rapport, par le domaine vitivinicole. Également, de bien se focaliser sur votre connaissance en tant que client consommateur, quelles sont véritablement ses attentes et aussi en adéquation avec votre stratégie. Et également, quel est votre environnement actuel? Est-ce qu'il est prédisposé à recevoir justement ces outils technologiques? Donc, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que si vous considérez qu'il faut que j'achète des casques de réalité virtuelle parce que je dois être innovant sans penser à son intégration, vous allez directement vers l'échec. Il faut réfléchir cette intégration au sein d'une stratégie beaucoup plus globale. Et c'est pour ça qu'il faut bien différencier ce qu'on a appelé le DCX, donc la Digital Customer Experience, de l'user utilisateur, où en fait l'user utilisateur est simplement l'outil technologique en question. Donc, en d'autres termes, tous les outils que vous allez technologiques implémenter dans votre parcours touristique doivent être intégrés dans une stratégie beaucoup plus large. Donc, au niveau des recherches, le gap que nous avons identifié, c'est que
À l'heure actuelle, il y a une dichotomie qui est relativement stricte entre finalement les outils numériques qui permettent justement de répondre à une recherche d'information, donc qui est vraiment une approche très utilitaire, versus finalement la sphère réelle, donc en gros ici le domaine, qui serait plutôt vecteur d'expérience. Et nous, du coup, on a souhaité visualiser, est-ce que c'est toujours le cas avec un outil qui a une spécificité de mêler le réel et le virtuel. Et donc, là aussi, on a souhaité se focaliser sur cette génération Z, donc dit Gen Z. Donc, pour plusieurs raisons, c'est que déjà, assez régulièrement, il y a une mise en avant, une mise en garde qui est de dire que les millénials sont de plus en plus, éprouvent un désintérêt de plus en plus grand vis-à-vis de la consommation de grains. Donc, les millénials, c'est la génération avant, la génération Y. Il n'est pas... on peut très bien anticiper que la génération Z, justement, va poursuivre cette optique si on ne fait rien. Donc, là, vous avez la définition de ce qu'on appelle la génération Z. Donc, ce sont les personnes qui sont nées entre 1996 et 2012. Et donc, là aussi, ce que je vous ai pu vous mettre ce mot, c'est que finalement, comment on caractérise cette génération Z? Donc, ce sont des personnes qui ont toujours connu Internet, mais également aussi, ce sont des personnes, contrairement à ce qu'on peut penser, qui ont une focalisation sur des valeurs dites traditionnelles et également aussi qui, au niveau du mode d'apprentissage, sont très attachés justement à l'apprentissage en autonomie et également aussi sur l'apprentissage par le biais du divertissement. Donc, c'est ces éléments-là auxquels il faut prendre en considération, en d'autres termes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la même manière, on ne peut pas communiquer de la même manière auprès de la génération Z qu'avec les millennials ou avec d'autres générations. Il va falloir en fait s'adapter. Et donc là, au niveau de notre résultat de la recherche, donc, quels sont les impacts de ces outils de réalité virtuelle auprès de la génération Z? C'est qu'on est en concordance avec justement leurs attentes qui est véritablement la construction d'un storytelling, mais pour rebondir par rapport à ce qui était dit précédemment, un storytelling authentique. C'est-à-dire qu'effectivement, ils le visualisent si justement l'élément est trop merchandisé, s'il est trop justement déconnecté de la réalité. Il faut être authentique, c'est ça qu'ils cherchent, et surtout réaliste. On est sur une idée qu'eux, ils partent du constat qu'ils n'y connaissent rien au vin et qu'ils sont prêts justement à apprendre, mais du coup, il faut qu'ils apprennent de manière ludique et autonome, ce en quoi, justement, les caisses de réalité virtuelle répondent à la commande. Également, ce type d'outil numérique permet de mixer différents types d'expériences précédemment présentées au niveau de l'évasion, de l'éducation et du divertissement, et qui doit être évidemment en corrélation avec finalement le souhait et les traits saillants du domaine vitivinicole. Ce qui rejoint en fait sur le fait de concevoir sa stratégie en amont. Et également aussi, c'est de nouvelles opportunités, puisque là, tout comme pour l'achat par Internet, le fait d'utiliser les casques de réalité virtuelle, il y a un élément qui est essentiel et sensoriel qu'on ne peut pas, c'est l'absence de dégustation. Donc là, il y a également des points qui peuvent être réfléchis sur justement d'utiliser ces casques-là avec l'utilisation de fioles pour agrémenter la dégustation ou même également penser justement déguster et après visionner une vidéo pour montrer les différents points des caractéristiques. C'est au niveau consommateur, et je vous rassure de bientôt terminer, donc il y a également cette approche par rapport finalement aux producteurs. Donc finalement, comment utiliser ce facteur de développement stratégique? On s'est intéressé justement comment implémenter cet outil-là. Donc nous avons un partenariat avec la cave La Bastide et ce que nous avons pu justement effectuer une recherche sur cette implémentation. Donc il y a un gros travail de désacralisation à faire. Quand on parle d'outils technologiques, à la base, cela fait peur. Et donc on s'imagine beaucoup de choses qui sont complètement
pas propre à la réalité. L'un des éléments, c'est également le coût. Ça paraît exorbitant, mais en fait, pas du tout. C'est que déjà, cette implémentation de cet outil-là, ça a coûté environ 4 700 €. Finalement, en termes de coût, on a connu beaucoup pire, notamment au niveau de la communication traditionnelle. Donc, c'est quelque chose qui peut être facilement implémenté. Également aussi, c'est une opportunité stratégique parce que du coup, comme l'outil n'est pas propre à chaque domaine vitivinicole, donc il y a une opportunité à saisir pour créer un avantage concurrentiel et donc du coup provoquer finalement le succès. Donc, mais par contre, la contrepartie, c'est que si vous implémentez cet outil-là, il faut impérativement former votre personnel pour ne pas avoir un effet contraire. Et pour finir, évidemment, éviter le risque de cannibalisation. L'idée de ces vidéos 360, ce n'est pas en fait d'empêcher la personne d'aller sur le vignoble, bien que la recherche a permis de démontrer, c'est de donner envie de venir, pas forcément, je ne l'empêche pas, mais également aussi de réfléchir comment l'implémenter pour ne pas remplacer. Nous, dans le cadre de la cave La Bastide, leur gros problème en tant que coopérative, c'est que leur positionnement leur faisait qu'ils n'avaient pas proximité des vignes. Et donc, du coup, la création de ces vidéos de 360 a été de se focaliser justement sur une présentation de deux types de vignes, une vigne enclin à la biodiversité et une autre plus authentique, pour pouvoir amener finalement les consommateurs à visiter virtuellement des vignes qui n'étaient pas à proximité. Et donc, là aussi, il faut, et par ces nouvelles technologies, il faut véritablement accompagner le client au risque finalement qu'il vive une mauvaise expérience. Donc, je vous remercie pour votre attention. Là, ici, vous voyez les différents projets que nous menons et voilà ce que nous comptons faire par la suite en mettant en place un protocole expérimental, une étude intergénérationnelle et surtout une étude interculturelle, notamment justement avec une comparaison France-Côte d'Ivoire par rapport à notre point d'attache et notamment focalisée sur l'achat de vin par les expatriés français. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Nathalie. Peut-être quand Théo s'installe. Moi, j'ai juste une question pour Théo s'installe parce qu'après on a... dans Campagne et Villemort travaillent au départ sur cette échelle de l'expérience. Ils mettent un point d'attention sur la rentabilité. C'est quand même dans leur travail. Et la cave de la Bastide a un chiffre d'affaires et de tourisme qui est très faible. J'ai les chiffres. Et du coup, quelle est la rentabilité? Est-ce que ça va amener? Alors là, concrètement, le Covid a joué contre nous. C'est-à-dire qu'au début. Non, mais même avant le Covid, déjà, sur le parcours touristique. C'est pour ça que justement, on a fait le partenariat. Donc, le partenariat à la base avec la cave La Bastide, c'était justement pour répondre à leurs différentes problématiques stratégiques, ce qui a justifié justement notre étude de cas. Donc, on a conçu justement cette implémentation. Le problème, ça a été une question de timing, puisque du coup, entre le temps de l'implémentation et la mise en place d'un point de vue opérationnel, nous sommes en novembre 2019. Le premier phase de test était programmé en novembre 2020. Donc là, ils ont un souci, c'est qu'une enquête qu'ils avaient faite montre que sur les 6000 étudiants d'Albi, qui est donc à 4 km de la cave, il y en a, je crois, une centaine qui sont en lien avec la viticulture qui viennent. Donc ils ont en fait, au niveau de leur problématique stratégique et qui a justifié justement le partenariat, ça a été justement de mettre en place comment faire venir la génération Z au sein de leur domaine vitivinicole. Après, malheureusement, le contexte étant ce qu'il est, c'est-à-dire que notre phase d'expérimentation, puisque là, l'idée, c'était de justement faire venir spécifiquement les jeunes. Donc, comme les cases de réalité virtuelle maintenant sont implémentées à l'intérieur de la cave, c'était de leur faire essayer de visualiser aussi en termes de vente sur vraiment quelque chose, pas in situ en laboratoire, mais véritablement au sein. Et sauf malheureusement, on n'a pas pu le faire pour cause de restrictions sanitaires en question.